Conrad, les énergies de chaque pays, de chaque peuple, de chaque tribu, de chaque individu et de chaque être vivant vibrent en harmonie avec les énergies de la nature, des éléments, de la terre, au rythme des saisons. Alors tu mets en perspective que la problématique dans tout ça, c'est encore une fois l'homme qui cherche à manipuler l'ordre naturel des choses. Et pourtant les saisons, au même titre que tout ce qui vit sur cette planète, a sa raison d'être. Et pourtant, on cherche, si on va par exemple vivre dans le désert, à, alors oui, il fait chaud dans le désert, mais l'être humain, à part peut-être des peuples berbères qui savent encore vivre en acceptant ce qui est, eh bien l'être humain non, ne fait pas la même chose. D'une manière générale, on cherche à manipuler encore une fois l'environnement. Oui, je vois où tu veux en venir un petit peu. Euh, L'être humain veut posséder, veut aller vers quelque chose, par exemple un désert, mais il ne va pas essayer de s'adapter à ce qu'offre la nature dans ce désert-là, et il va modifier les éléments. Et cette modification entraîne une modification universelle, en fait, entraîne une modification sur la Terre, sur le climat. Je prends, et là je citerai qu'un exemple, je prends pour exemple la ville de Las, qui a été construite dans un désert, Oui, Las Vegas. et où maintenant il y a une abondance incroyable, où il y a une énergie dépensée qui est incroyable en électricité, en eau, et quelque chose qui n'était pas nécessaire. Et tout ça au départ pour la folie de quelques hommes, pour l'envie d'aller dans le désert, mais ne pas s'adapter au désert, mais adapter le désert à son envie à lui. Et ça, c'est encore une fois quelque chose d'inutile. L'être humain prend des choses, il les transforme sans se soucier de l'impact sur la terre qui y vit. Alors que penser de la climatisation? De nos climatisations dans nos voitures, de toute façon il y en a partout maintenant. Oui, la climatisation. Euh, c'est vrai que chaque année, il fait de plus en plus chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouleversement du climat à cause de l'action de l'homme, bien sûr. Il fait de plus en plus chaud, donc on fabrique de plus en plus de climatisation, on s'en sert de plus en plus, et forcément, il fait de plus en plus chaud. C'est un cercle vicieux. Si tout simplement, à mon sens, l'être humain pouvait prendre conscience qu'en appuyant sur ce petit bouton de la climatisation, si chacun prend conscience qu'en appuyant sur ce bouton, on détruit la banquise, on détruit les animaux qui y vivent, l'ours blanc, le phoque, la baleine, si l'être humain prend conscience qu'en appuyant sur ce petit confort qui est la clim, il détruit énormément de choses sur la Terre, peut-être que on arrivera à changer les choses vraiment si on prend conscience de l'impact réel d'appuyer sur ce petit bouton-là. Tu vois, l'homme pense, je vais avoir un petit confort dans ma journée, je vais allumer, je vais appuyer sur ce petit bouton, je vais être au frais, tranquillement installé dans mon bureau ou dans ma télé ou dans ma voiture. Mais au moment, appuyer sur ce petit bouton-là, c'est complètement néfaste pour beaucoup de formes de vie sur la Terre. Et des vies qui n'existeront plus juste parce qu'on a appuyé sur ce petit confort qui donne une sensation de bien-être pendant une journée, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il en est pour l'eau? C'est la même chose. Tu parles de l'eau du robinet, et là tu n'arrêtes pas aussi et de l'importance de l'eau. L'importance de l'eau, oui, l'importance est capitale. On est constitué à 70% d'eau et l'eau est complètement nécessaire à la vie. C'est l'origine de la vie, elle est nécessaire et on surconsomme de l'eau. Et encore pour te citer un exemple où il y a des pays très pauvres où des enfants n'ont même pas un verre d'eau à boire par jour. Je vois par exemple aux États-Unis où il y a des gens qui lavent leur voiture 2 fois par semaine et ils ne sont pas conscients. Laver la voiture 2 fois par semaine, ça veut dire pouvoir de l'eau à un village entier d'enfants qui meurent de faim pendant des mois. Et l'être humain n'est pas conscient de ça. L'être humain est complètement inconscient de ses actes. Une voiture, c'est quelque chose de matériel, c'est ce qui permet de véhiculer une certaine image. Et encore, à mon sens, une façon de se valoriser. Et le gaspillage d'eau qui est fait pour laver une voiture,
on pourrait empêcher que des enfants meurent de soif, ou n'importe quel être vivant meure de soif à l'autre bout de la terre. Et on consomme de l'eau inutilement, mais vraiment inutilement. Plus que de raison. Et il y a beaucoup de nappes phréatiques à travers le monde qui sont vidées des dizaines de fois plus vite que ce qu'elles ne peuvent se régénérer. Tout ça pour le plaisir de l'homme. Je prends l'exemple aussi, par exemple, des terrains de golf qui sont installés aux États-Unis dans des endroits de désert. C'était des déserts avant, on a fait des terrains de golf. Et à côté de ça, il y a des gens qui vivent dans des réserves et qui n'ont pas d'eau courante. Alors que des milliers de litres d'eau sont utilisés chaque jour pour arroser les terrains de golf. L'être humain est dans une grosse démesure, à mon sens. Oui, et puis tu parles de la qualité de l'eau, que la nature a donnée gratuitement. Et en cela, je pense au président de Nestlé qui ne comprend pas que l'eau ne soit pas privatisée, puisque, dit-il, il est important que chaque chose doive avoir un prix, qu'on prenne conscience que chaque chose a un prix. D'où l'idée de privatiser l'eau, enfin, ce qui est surréaliste, hein, mais en l'occurrence, c'est le président de Nestlé qui pense ça, et de mettre en perspective les nappes phréatiques dont tu parlais, qui non seulement sont polluées, de mettre aussi en perspective les barrages, qu'en faisant des barrages comme le Belo Monte, là, à l'heure actuelle, la décision est en train de se prendre pour le Brésil, et de l'impact que cela va avoir sur ces fameux peuples premiers, ceux qui vivent encore dans la forêt, sur ces vallées qui vont être inondées. Mais là, par exemple, pour parler du barrage de Belo Monte, il faut que les auditeurs sachent que des gens se battent à l'heure actuelle, des personnes se battent pour garder leur vie, garder leur vie saine, leur vie vraie, en harmonie avec la nature. Ils se battent et il y a des gens qui meurent en ce moment, des autochtones qui meurent, des femmes, des enfants qui meurent, parce qu'ils essayent de résister à ce modernisme. Et quant aux industriels comme celui que tu viens de citer là, moi je trouve ça complètement aberrant que l'univers, le créateur, a donné de l'eau à la terre. De l'eau, c'est cet élément merveilleux, essentiel. On a donné de l'eau à la terre pour chaque être vivant. C'est le créateur qui a donné ça. Et l'être humain veut s'accaparer des choses qui ne lui appartiennent pas et il veut les vendre. C'est à mon sens complètement déraisonnable. Oui, d'ailleurs, tu peux peut-être citer l'exemple quand tu es parti dans un parc naturel français et tu as eu l'occasion de croiser, rencontrer un groupe d'hommes qui était responsable, me semble-t-il, du parc. Oui. C'est vrai, je suis allé dans un parc pour y faire une randonnée. C'était dans... Je ne le citerai pas à l'antenne là, mais c'était dans un parc en France. Et à un moment donné, je suis tombé sur le directeur du parc, avec une équipe de télé qui était en train de monter un tournage pour faire une interview. Et le directeur du parc, il dit, dans sa phrase, il dit « Nous sommes là pour valoriser notre parc ». Et je ne sais plus dans quel domaine il a employé le possessif. Et je crois qu'il a dit comptabiliser ce qui nous appartient, quelque chose comme ça. Mais c'était valoriser notre parc. Et oui, et il a dit pour comptabiliser les espèces que nous avons introduites. Et là aussi, à mon sens, c'était quelque chose de complètement déplacé, parce que le parc existait, il n'y avait pas la notion de parc, mais il existait bien avant l'homme, il y avait déjà des animaux, il y avait déjà une vie avant l'homme, et l'homme est venu juste y mettre une étiquette pour dire, ok, maintenant c'est un parc. Et on contrôle. Voilà. Et dans cette idée, encore une fois, de contrôler et de s'approprier les éléments, et tu mets justement en perspective cet exemple, parce que ça amène sur l'idée de possession et de la responsabilité qui est la nôtre par rapport aux générations futures,
vis-à-vis de... D'ailleurs, tu fais référence à ces grands messieurs, hein, mais finalement, pourquoi font-ils ça? Quel est l'intérêt pour eux de faire cela, sachant de savoir qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants et à leurs petits-enfants? Mhm. Au final, ça va amener où? Alors, tu parles de l'être humain comme étant, quelque part, hein, et c'est pas la première fois que je vois cette image, mais une sorte de cancer, d'un virus. Mhm. Ouais, moi je dis entre guillemets, les grands messieurs, comme je les appelle, devraient réfléchir à ce qu'ils laisseront à leurs propres petits-enfants. Et, et cette réflexion doit être faite en conscience. Il faut qu'ils se posent à un moment donné. Et le changement de ce qui se passe sur Terre veut que l'être humain va se poser à un moment donné et dire qu'est-ce qui est essentiel. Est obligé de se poser et de réfléchir à ses actes. On peut plus passer à côté et faire semblant. Euh, c'est vraiment primordial. Et d'ailleurs, je ne sais pas si chacun a pu remarquer, mais il y a un changement d'énergie sur Terre qui fait que tout ce qui n'est pas solide et qui n'est pas fait avec le cœur est en train de se désunifier. Tout est en train de se casser la figure. À tous les niveaux matériels, tangibles. Tu vois? Et on va revenir à des valeurs de cœur et d'amour universel. On ne peut pas aller vers autre chose, sauver la Terre et tout ce qu'elle porte. On ne peut pas aller à autre chose que cet amour universel. C'est ça qui va sauver les choses. Oui, parce que tu donnes l'exemple de l'eau. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il est possible, et c'est passé dans l'ombre, dans l'obscurité, il est possible à l'heure actuelle d'augmenter le taux de pollution des eaux françaises de 5 par rapport à ce qu'elles étaient auparavant, du fait des différents polluants qui étaient au sein de cette eau. Donc x5. On peut polluer jusqu'à x5, c'est considéré comme bon. Et tu mets en perspective dans le livre que l'être humain va être amené forcément, ce qui est déjà le cas, à créer des outils, des machines pour purifier l'eau. Oui. Et ces outils, ces machines, coûtent déjà cher. Alors qu'est-ce qu'il en sera? Qu'est-ce qu'il en sera plus tard? Que finalement seuls les nantis, ceux dont tu parles, ne pourront que s'offrir ces outils, ces machines-là pour purifier l'eau. Qu'est-ce qui sera pour le grand nombre alors? Euh, c'est difficile à imaginer, mais moi j'ai vu déjà aux États-Unis et dans notre pays, c'est vrai qu'il existe des machines maintenant pour purifier l'eau parce que l'eau est presque inconsommable au robinet. Selon les endroits où tu te trouves, dans certains pays du monde, c'est hyper chargé en métaux lourds, c'est hyper chargé en chlore, et l'eau est quasiment inconsommable sous peine d'être malade. Et donc, on a inventé des machines maintenant pour filtrer l'eau, des machines qui coûtent cher. Hein. J'ai pas les prix en tête, mais c'est aux alentours de 3 000 et 4 000 euros quand même. Et je me demande si l'être humain est conscient qu'en gaspillant cette manière-là, en polluant cette eau, et en ne faisant pas attention à cette ressource précieuse qui est l'origine de la vie, qui est l'essence même de la vie, l'être humain doit se rendre compte qu'à un moment donné, l'eau sera tellement difficile à avoir de façon pure qu'elle va être uniquement bue à travers des machines qui coûtent cher et que peut-être, je dis bien peut-être, elle risque de ne plus être accessible à tout le monde. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Il ne faut pas le négliger. Chacun doit faire une action pour préserver cette eau, ne serait-ce que dans les petits gestes quotidiens comme se laver les mains, se laver les dents, laver sa voiture. Il faut prendre conscience que cette eau est précieuse. Chaque goutte de cette eau est précieuse. Et si on veut préserver la vie, on doit préserver cette eau en priorité. Là, pour le coup, j'entends les auditeurs derrière qui disent oui, alors là, on en est loin, puisque avec les gaz de schiste, alors ok, pour l'instant, le gouvernement a fait marche arrière pour pouvoir sonder les sols et voir si effectivement il y a des gaz de schiste qui seraient disponibles, à l'image des États-Unis. Et en même temps, on revient encore une fois sur l'impact que cela pourrait avoir
sur la nature. Il n'y a qu'à voir Gazland, le film qui a mis en perspective ce qui se passe, l'état des lieux aux États-Unis, Oui. et les dégâts que ça a causé sur les différents écosystèmes. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré ce genre de film, eh bien, on entend nos politiques parler d'être pro-gaz de schiste, en disant ça va donner de l'emploi, ça va donner de la croissance. Euh, alors là je dirais, c'est une question de libre arbitre. L'être humain se rend compte de ses actions néfastes, mais il a le libre arbitre d'aller quand même faire ces actions néfastes, d'actionner ça. Ça, c'est une question de libre arbitre. Mais je dirais que de toute façon, les gens qui prennent ces décisions-là, ils sont complètement conscients de l'impact. C'est impossible d'être autrement. Nous, les citoyens, tout le monde a vu cette vidéo qui passe où les gens ouvrent leur robinet et il y a des flammes qui sortent du robinet, ou alors le chat qui a perdu tous ses poils, ou l'homme qui a une dégénérescence au niveau cutané. Tout le monde a vu ces vidéos-là. Le plus simple des citoyens comprend l'impact. Alors je pense que les politiciens et les grands décideurs sont assez intelligents pour comprendre l'impact que ça risque d'avoir. Ils ont le libre arbitre, forcément. Ils ont le libre arbitre de leur choix. Mais il faut quand même qu'ils prennent des conséquences. D'ailleurs, par rapport à ça, tu nous dis que être lucide, c'est être conscient de l'instant présent, d'être à l'écoute de l'instant présent, d'observer ce qui se passe en soi et à l'extérieur dans cet instant présent. Et en même temps, tu nous dis, à travers toutes les informations que tu mets dans le livre sur les différents règnes au niveau animal, végétal, minéral, il ne faut pas cependant se laisser distraire constamment par les agissements négatifs, alors des autres ou des mauvaises nouvelles, quelles qu'elles soient. Oui, parce que en être conscient, c'est une chose. Tu vois, il faut être conscient de ce qui se passe. Il ne faut pas se leurrer. Il faut être conscient de ce qui se passe. Par contre, il ne faut pas rester dans une émotion négative par rapport à ce qui se passe. Il faut pouvoir chacun transformer les choses. Si on reste uniquement dans un doigt dénonciateur et dans une émotion négative qui est liée à ces actes-là, on ne va que nourrir ce qui se passe déjà de négatif. Au contraire, si on est lucide de ce qui se passe, on dit ok, il se passe ça, d'accord, je ne vais pas le remuer sans arrêt toute la journée et pendant des jours et des mois et des années, mais moi, à mon échelle à moi, je vais faire des actions pour empêcher ça ou pour le ralentir. Et ça, c'est le devoir de chacun. Être lucide qu'il n'y a pas de petits actes, chaque acte compte. Et je dirais même que tout ce qui se passe chez les grands décideurs, c'est chacun d'entre nous qui leur donnons du pouvoir de faire dans les actes du quotidien. Dans chaque acte fait, il y a un pouvoir donné. Nous avons eu l'occasion de parler des saisons, et en même temps, comment ne pas parler des saisons si on ne parle pas des éléments. Alors peut-être un exemple, deux exemples sur l'importance des éléments et des esprits qui accompagnent ces différents éléments. L'exemple avec le Black Lake que tu pourrais nous donner, ainsi que cette île du Pacifique sur laquelle tu es allé à un moment donné. Et je te laisse raconter ces deux histoires, mais qui interpellent. Oui, Black Lake, oui, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je suis dans les montagnes et je vais souvent voir les lacs d'altitude, et en particulier Black Lake, parce que c'est un lieu très spirituel. En réalité, c'est en France, Black Lake est en France. C'est un endroit où les anciens faisaient des rituels pour apaiser les esprits qui n'étaient pas en paix. Et c'est un endroit qui est sacré. Beaucoup de pèlerinages ont été faits à cet endroit-là. Et une fois, je suis allé voir Black Lake, il y a à peu près 4 heures de marche pour y aller. Et là, j'arrive devant le lac, qui est merveilleux, qui est un endroit magique.
et j'ai vu des canettes d'alcool dans l'eau, sur le sol, des boîtes de conserve qui avaient été jetées comme ça. Et j'ai été quand même assez indigné parce que c'est un lieu sacré et l'être humain n'a vraiment pas conscience qu'il y a des lieux sacrés et il y a ces lieux sacrés qui voient tout ce qui se passe, qui voient les actions de l'être humain et tout influence tout forcément. Et à mon sens, ces lieux sacrés doivent être respectés, mais profondément parce qu'ils sont complètement conscients de ce que l'on fait. Et ils peuvent réagir aussi. Ils peuvent complètement réagir à nos actions, ces esprits-là. Ces esprits sont les gardiens de la terre, ces esprits peuvent être bienveillants envers la terre, envers tous les éléments. Ces esprits parlent à travers les lieux sacrés, ils sont vraiment présents. Et la terre n'est pas un objet mort, n'est pas juste un bout de rocher. Il y a vraiment des lieux où les esprits sont là, et beaucoup de lieux d'ailleurs partout à travers le monde où les esprits sont là, des endroits qui sont sacrés, et il faut les respecter. Il n'y a pas de lieu mort. Il y a beaucoup de vie intangible, mais beaucoup de vie partout. Et pour parler de l'autre exemple que tu citais là, dans l'île du Pacifique, là oui, je suis allé visiter une fois une île, et on m'avait dit que cette île était sacrée et que les gens étaient très connectés aux esprits et que les esprits y résidaient toujours et qu'ils protégeaient l'île de toute intrusion et que d'ailleurs les esprits n'étaient pas contents parce qu'il y avait de plus en plus d'étrangers qui s'installaient sur cette île et qui se l'accaparaient un petit peu. Mais les autochtones, les anciens, sont toujours connectés aux esprits. Et quand je suis allé visiter cette île pour la première fois, malgré tout le merveilleux que j'ai pu y voir, j'ai senti comme un malaise. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de dérangeant. C'était comme si l'île ne m'acceptait pas complètement. Et au bout d'un moment, en faisant une petite méditation dans la nature, j'ai eu un message très clair. On m'a dit, tu es venu sur cette île, mais tu ne lui as pas fait un cadeau, tu n'as pas fait un cadeau aux esprits. Prends 4 plantes et va les planter à chaque point de l'île. J'ai écouté ce message, j'ai fait des offrandes aux esprits, donc je suis allé acheter des plantes chez les jardiniers locaux. J'ai planté les plantes anciennes aux 4 points de l'île, et là, tout est transformé. L'île m'a accepté complètement, tout est devenu, je dirais, positif pour moi dans cette île. Au niveau de l'attitude des autochtones, au niveau de l'énergie, au niveau des éléments qu'il y avait sur cette île. Parce qu'on m'a fait comprendre, les esprits m'ont fait comprendre que c'était un lieu sacré et qu'on devait lui offrir quelque chose pour pouvoir avoir l'honneur d'être dans ce lieu sacré. Il y a beaucoup de lieux comme ça. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas que l'être humain néglige ces lieux comme ça, où les esprits sont là et qui sont bienveillants envers toutes les parties de la Terre. Il y a aussi un autre exemple que je souhaiterais que tu nous cites pour mettre en perspective justement la relation aux esprits, et puis on approfondira par la suite par rapport aux esprits, et notamment aux rituels, à la sacralisation de certains lieux et à la communication donc avec ces esprits. C'est l'histoire de cet Indien qui va justement dans la montagne pour faire plusieurs jours de diète. Oui. Et il croise, me semble-t-il, un paysan, et l'Indien demande aux paysans le chemin pour s'y rendre. Enfin, je te laisse raconter l'histoire, tu le feras certainement mieux que moi. Oui, ça se passe à l'heure actuelle, hein, ça se passe dans cette époque. Oui, très souvent, les anciens peuples font des périodes de jeûne, des périodes de 3 ou 4 jours pour avoir des révélations, pour avoir une guidance plus importante, pour avoir des réponses à certaines choses. Donc ils vont dans des lieux sacrés, partout dans le monde, ça se passe partout dans le monde, dans un lieu sacré où tu peux avoir cette connexion jeûne, et le jeûne permet de faire le vide de toutes les toxines et de vraiment avoir cette connexion avec le grand tout.
quand l'Amérindien est venu pour la première fois dans ces lieux, il ne connaissait pas exactement l'endroit pour y aller, le chemin pour y aller. Et il a demandé à un paysan, un Américain, un paysan blanc, de lui indiquer le chemin. Et le paysan s'est mis à rire, il a dit, ah, vous allez dans ce lieu sacré, là, vous allez faire tous vos trucs, et vous allez prier, et faire votre jeûne, et faire tous vos trucs bizarres, là. Et l'Amérindien a dit, oui, oui, je vais là-bas pour ça. Et le paysan a dit en rigolant, il a dit, ben, puisque demandez à vos esprits qui me donnent de l'eau, parce que toutes mes cultures s'assèchent, et ça devient misérable pour moi, quoi. Mais il a dit ça de façon ironique. Et l'Amérindien est allé dans le lieu sacré, il a fait sa période de jeûne, et il a fait des demandes pour le paysan. Et 4 jours après, la pluie est tombée sur les champs du paysan. Et forcément, il y a une connexion qui s'était faite. Et cet homme, cet Amérindien, était tellement dans une pureté absolue et dans l'amour de la création, de l'univers, qu'on cédait à ses demandes, tout simplement. Et les esprits ont favorisé ça. La connexion avec l'univers a favorisé ça. Et on peut accéder à ces choses-là. C'est pas donné uniquement à certaines personnes seulement, il faut être vraiment dans une certaine sérénité à l'intérieur et dans un amour vraiment pour la terre, dans un amour pour l'univers, dans un amour pour la création. Chaque prière est entendue. Et là, je rejoins toutes les religions confondues, toute prière est entendue. Chaque prière est entendue. Du moment qu'elle est faite avec le cœur, on peut transformer beaucoup de choses avec la prière. Cette histoire, notamment pour nous inviter à avoir conscience que lorsque nous arrivons dans un endroit, quel qu'il soit d'ailleurs, et d'autant plus peut-être en pleine nature, de remercier, on y revient, et en même temps de... Qu'est-ce que ça veut dire finalement faire une offrande quand tu nous parles de cette île dans laquelle tu t'es rendu dans le Pacifique, tout le monde n'a pas, je dirais, les perceptions que tu as sur le fait de savoir qu'il faut que tu fasses une offrande avec certaines plantes, herbes bien spécifiques que tu dois planter à tel ou tel endroit. C'est pas à la portée de tout le monde de savoir cela. Donc comment tout à chacun qui n'a pas encore accès à cette connaissance, mais qui part d'un bon sentiment et qui souhaite pouvoir remercier peut-être la nature ou faire un rituel, comment procéder si déjà l'intention est là? Alors, je dirais que, voilà, tu viens de dire le mot juste. Je dirais que il n'y a pas besoin de faire un rituel spécial, d'accomplir certaines choses par rapport à telle ou telle tribu, telle ou telle religion. Il faut juste avoir l'intention de le faire et le faire avec le cœur, avec sincérité. Alors tu peux, là on parle des plantes, d'accord, tu peux par exemple aller dans une jardinerie et dire ok, ben là je vais aller dans la nature, dans un endroit où il y a déjà des plantes de ce type-là, des arbres de ce type-là, et dire eh ben, ok, je vais mettre un arbre de plus. Je vais offrir à la nature un arbre. Et quelque part, en même temps, tu rends sa liberté à l'arbre. Au lieu qu'il soit dans un pot toute sa vie en décoration, il va retrouver la nature. Et ça, c'est un acte de bienveillance, un acte d'amour. Et tu fais une offrande à la terre, vraiment. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose de merveilleux à faire. On peut le faire aussi avec des animaux. Tu sais, il y a une pratique bouddhiste comme ça. Il y a un temple qui le fait en Californie, et beaucoup de temples le font. Quand un bouddhiste est malade, un bouddhiste, un lama est malade, les temples se rejoignent entre eux et ils font un acte, c'est la libération des animaux, en ayant l'intention de libérer la maladie du lama. C'est-à-dire qu'ils vont prendre par exemple des animaux qui sont destinés à être tués, qui vont aller dans un abattoir, ou par exemple qui te sont proposés dans un étalage, je ne sais pas, tu vas dans une poissonnerie où à période de Noël ils vendent des écrevisses vivantes qui vont être ébouillantées forcément. Ben, eux ils prennent ça, ils l'achètent et ils les relâchent dans la nature, à des endroits où il y a déjà des animaux comme ça bien sûr, où c'est des oiseaux ou des colombes, enfin toutes sortes d'animaux qui sont destinés soit à être enfermés en cage toute leur vie, soit destinés à être mangés, tu vois, ou à être sacrifiés. Et bien eux, ces bouddhistes, ils libèrent les animaux et ils font un cadeau à la terre, ils font une offrande à la terre et en même temps
il libère la maladie de celui qui l'a en lui, et ça marche incroyablement bien. Ils l'ont fait même pour des cancers. Je me souviens de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alice. Elle a adopté ces préceptes bouddhistes après avoir entendu parler d'un lama qui avait émis ça aux États-Unis. Et elle a pratiqué la libération des animaux et elle a guéri de son cancer. Et c'est quelque chose de merveilleux. Tu libères quelque chose, non seulement tu libères quelque chose, mais en plus, tu rends quelque chose à la terre, tu lui fais une offrande. Et chaque geste que tu fais est vu et entendu, quoi qu'il arrive. Tu vois? Et l'univers te le rend bien. Oui, parce qu'à travers la pollution, tu précises que plus un endroit, qu'il soit sacré ou pas d'ailleurs, hein, les esprits sont partout, et plus un endroit devient pollué, et plus petit à petit les esprits quittent le lieu. Non pas. Alors, ce que tu nous dis en perspective, c'est que les esprits font en sorte de guérir le lieu. C'est aussi leur mission, de protéger le lieu. Oui, Mais que si la quantité, je sais pas, de polluants ou autre qui vient agresser, je dirais, le lieu est trop importante, dans ce cas-là, les esprits quittent le lieu. oui, quelque part, oui. Si la vibration négative devient trop importante, forcément, ça fait mourir tout ce qu'il y a là. Par exemple, les plantes qui ont un esprit, les animaux qui ont un esprit aussi, l'eau, l'esprit de l'eau. Euh, tout meurt à mesure. Et les esprits protecteurs aussi, les esprits qui sont là, forcément, ils s'en vont de ce lieu. C'est comme si un corps qui va mourir, tu vois, un corps humain va mourir, il est en train de mourir, pour quelqu'un qui est dans le coma, par exemple, ou dans une mort subite, l'esprit quitte le corps à un moment donné, parce que le corps ne peut plus contenir l'esprit. C'est la même chose avec les lieux sacrés, tu vois. Et d'abord, ça commence par les plantes, par les animaux, par les végétaux, par les minéraux. Forcément, si les plantes meurent, les esprits s'en vont. Et après, les esprits aussi protecteurs, euh, peut-être qu'ils ont une autre mission ailleurs, peut-être qu'ils vont aller ailleurs pour protéger d'autres lieux, mais en tout cas, c'est le même principe que le corps et l'esprit humain. C'est la même chose. Et donc, est-ce que tu vois un intérêt particulier à, imaginons un endroit est pollué, et une personne, voire un groupe de personnes, à l'image de ce que tu disais tout à l'heure avec un arbre dans une pépiniérie, achète un arbre, plante l'arbre, et est-ce qu'il est possible de demander à des esprits protecteurs de prendre non seulement soin de l'arbre, qui a déjà un esprit, mais de pouvoir, on va dire, sacraliser un endroit qui a été déserté par les esprits? Comment redonner vie et protection à un endroit qui a été déserté? Euh, Avec l'intention de la prière. C'est une bonne chose. Oui, les gens peuvent se regrouper et aller dans ce lieu et prier, demander aux esprits qu'ils préservent à nouveau ce lieu, qu'ils le protègent et qu'ils l'empêchent de s'abîmer davantage, de mourir. Tu vois, l'intention de la prière a des effets incroyables sur toute chose. Donc oui, chacun peut le faire. Que ce soit un individu ou que ce soit un groupe de personnes, peut aller dans un lieu, dans une forêt, vers un arbre, et prier et demander aux esprits de veiller sur le lieu et sur tout ce qui est sur ce lieu, bien sûr. Tu mets aussi en perspective la difficulté qu'ont à l'heure actuelle ces peuples premiers à maintenir leurs traditions et à faire notamment ces rituels euh, à des endroits sacrés, parce que soit ces endroits-là appartiennent à un pays, donc c'est une réserve bien spécifique, il y a peut-être des barres de belée où c'est délimité, ou voire des fois c'est à des propriétaires terriens, voire des fois ces endroits vont être rasés pour servir X grands intérêts. On parlait du Belo Monte tout à l'heure. Voilà les dégâts que cela peut avoir. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, je dirais, le fait que ces peuples premiers qui sont la mémoire de ces traditions et qui n'ont pas perdu le lien, le contact avec l'énergie universelle, de voir que petit à petit, justement, il y a de plus en plus de difficultés pour eux à pouvoir asseoir leurs traditions et remercier, rendre grâce et continuer à préserver ces rituels.
Qu'est-ce que ça implique pour toi, si jamais ça venait à disparaître? Euh, Moi, je dis que ça ne peut pas disparaître complètement. Il y a une mémoire originelle, il y a une connaissance originelle qui est donnée à certaines personnes dès leur naissance, et ça ne peut pas complètement mourir. Mais par contre, à mon sens, il faut pouvoir laisser ces traditions anciennes s'exprimer. Parce que ces traditions ont vraiment de vraies valeurs. Ces traditions ont des valeurs de l'existence essentielles, vraiment essentielles pour la vie, pour l'harmonie de tout ce qui est, pour l'harmonie de l'homme, de la nature, de l'animal, de tous les mondes. Ces traditions anciennes ont ces valeurs-là et ils ont des connexions avec l'univers et avec des mondes intangibles. Et à mon sens, il faut pouvoir préserver ça et faire tout ce qui est dans le pouvoir de chacun pour pouvoir préserver ces traditions-là. C'est essentiel à mon sens. Et là aussi, je dirais, on a souvent vu des choses qui sont classées à travers le monde comme patrimoine mondial, patrimoine culturel, toutes sortes de patrimoines. Et on a oublié de classifier un patrimoine spirituel hors religion. Je dis bien hors religion, je précise. Mais ce serait peut-être intéressant qu'il y ait des choses qui soient classifiées comme patrimoine spirituel dans tous les pays du monde et de pouvoir conserver ces vraies valeurs et de pouvoir faire en sorte que les anciens aient le droit de transmettre ces valeurs-là. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup maintenant, ce qui se passe, c'est que au fil du temps, au fil de la colonisation, on a interdit à certains peuples de faire leurs rituels, on leur a interdit de pratiquer leur médecine, on leur a interdit de pratiquer leur chant, tous leurs rites sacrés. Et progressivement, on a fait en sorte qu'ils oublient ça. Et paradoxalement, maintenant, dans cette époque moderne, je vois de plus en plus de gens qui se disent être chaman, être medicine man, medicine woman, partout en Europe. Ça prolifère incroyablement. Alors que les anciens peuples ont été interdits de ça. Je pense qu'il est temps de pouvoir rendre ça aux anciens peuples, de leur rendre ce qui leur a été donné déjà. Et ils en sont les gardiens. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment pour une question d'intérêt, pour une question financière. Mais je pense qu'il faudrait vraiment faire tout ce qui est dans le possible humain dans ce monde moderne pour que ces anciens peuples puissent transmettre ça à toutes les générations. À mon sens, c'est essentiel pour revenir à de vraies valeurs. Et d'ailleurs, tu appuies, tu racontes comment justement les enfants amérindiens au 19e siècle, on a fait en sorte de pouvoir les castrer de leur culture, de leur savoir, car même s'ils étaient dans des réserves, malheureusement pour les Américains, ils étaient toujours avec cette culture vivifiante de ce savoir ancestral qui se transmettait de génération en génération. Et c'était un danger parce que les maladies n'avaient pas décimé tout le monde, l'alcool de feu, l'alcool n'avait pas non plus rendu tout le monde dépendant. Donc ils ont fait en sorte de séparer les adultes des enfants, et donc les enfants ont été amenés dans les écoles. Et il leur a été interdit de prier, de faire leurs rituels, et d'être vêtus de la manière dont ils avaient toujours vécu jusqu'à maintenant. Tout ça de façon à couper, à séparer la racine. Donc les enfants, on en vient encore une fois là-dessus, et de la difficulté par la suite pour ces générations-là de pouvoir se reconnecter à ces traditions que le peuple américain, que les Américains ont fait en sorte de couper. Il en a été pareil pour les bisons. Oui, on a fait en sorte de couper les générations qui arrivaient de ces cultures anciennes. C'est vrai que ce que tu cites là, ça s'est passé dans les années entre 1870 et 1930, je crois, donc c'était il n'y a pas longtemps. Et des missionnaires sont venus, et au nom de Dieu, au nom du Créateur, ils ont coupé ces enfants de leurs racines, ils les ont enlevés de leur famille de force. Il y a eu, je crois, plus de 100 000 ou 150 000 enfants qui ont été enlevés des réserves et enlevés de leur mère, et ils sont arrivés dans ces missions-là.
dans ces pensionnats, on leur a coupé les cheveux, on leur a brûlé leurs cheveux, on leur a interdit de parler leur langue, de faire leurs rituels, tout ça au nom de Dieu. Et on les a coupés de ces vraies valeurs. Et on a fait pareil pour essayer de amérindiens, on les a coupés de ce qui était essentiel pour eux, c'est-à-dire des bisons. On a battu des millions et des millions de bisons juste pour pouvoir les amoindrir, je dirais les détruire même, tu vois. Et tout ça au nom du Créateur. À mon sens, et c'est là où j'aborderai un thème délicat, moi je pense que Dieu, il a voulu que les hommes s'unissent. Dieu a voulu que l'homme ait une union avec toute chose. Et ces formes-là de religion, ces missionnaires-là qui sont venus au nom de Dieu, au contraire, ont désunifié les hommes, au lieu de les unir comme le voulait le Créateur. Tu vois, ça c'est important à savoir. C'est une désunion qui a été faite, une limitation à l'homme. Ça a limité l'homme et ça l'a désuni de son union avec l'univers, avec les autres hommes, avec tout ce qui était vrai, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de l'esprit du soleil, Conrad, s'il te plaît? L'esprit du soleil. Oui, à mon sens, l'esprit du soleil, l'énergie du soleil a un grand pouvoir guérisseur. Je ne sais pas si c'est là où tu veux en venir, mais en tout cas, l'énergie du soleil a un pouvoir guérisseur incroyable. Et tu vois, il suffit d'observer les animaux. Déjà, les anciens peuples faisaient beaucoup de rituels avec le soleil. Il y a des raisons pour ça. Il suffit d'observer les animaux sans parler de choses intangibles. On va parler de choses de terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Il suffit d'observer un animal. Regarde, quand un animal, qu'il soit domestique ou qu'il soit sauvage, quand il est malade, il va aller se mettre au soleil. Que regarde un chat, un chien, dès qu'il est malade ou même qu'il est en fin de vie ou quand il est pas bien, il va se mettre au soleil pour se régénérer. Parce que l'énergie du soleil a un pouvoir guérisseur. Tu vois? Et c'est pareil avec les animaux sauvages, et c'est exactement la même chose. Un animal qui est malade, il va se mettre au soleil le plus longtemps possible pour avoir l'énergie du soleil en lui et pour pouvoir guérir. Et même, je dirais, même quand un être humain est malade, il suffit que tu ailles au soleil, quand tu es malade, tu n'es pas bien, que ce soit physiquement ou émotionnellement, tu vas au soleil et tu as l'impression d'aller mieux. C'est parce que l'énergie du soleil permet ça, tu vois. C'est vraiment très concret comme exemple ce que je donne. Mais l'énergie du soleil, l'esprit du soleil a un pouvoir guérisseur incroyable. Et ça aussi, il faut le préserver. Il faut pas que ça change. Et là, je parle des saisons, comme tu as pu l'aborder un petit peu tout à l'heure. Il faut essayer de préserver les saisons, de préserver ce rythme naturel de la vie, ce rythme de l'univers, avec toutes ces saisons, avec le soleil qui est essentiel aussi, l'énergie du soleil qui brille sur tout ce qui est et qui donne son énergie de vie. Le soleil permet la vie aussi, tu vois. C'est vraiment primordial de pouvoir préserver les saisons, préserver le climat, préserver la couche d'ozone, préserver tout ce qui fait qu'on peut vivre sainement et dans la vérité, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de la marche? La marche, dans quel sens? Dis-moi. Bah, citer cet exemple parce que tu aimes bien les montagnes, tu aimes bien marcher et tu as fait une belle rencontre d'un homme qui descendait de la montagne. Ah oui, oui, oui. J'en ai fait beaucoup de belles rencontres, mais c'est vrai que celle-là, ça a été quelque chose de merveilleux parce que c'est vrai que je dis que c'est important de prendre soin, d'être bienveillant envers soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'octroyer toute forme de nourriture terrestre, émotionnelle et spirituelle, mais il faut avoir la bienveillance envers son corps. Et la marche fait partie de cette bienveillance. Il faut pouvoir éliminer les toxines régulièrement, il faut pouvoir marcher, il faut pouvoir activer son corps, bien sûr, parce que c'est une machine merveilleuse, le corps.
Et il faut qu'elle puisse garder sa fonction le plus longtemps possible, qu'elle puisse se régénérer ses cellules en permanence. Donc l'activité physique fait partie de cette bienveillance que l'on doit se donner. Et je montais sur un sommet qui était assez difficile, et il me restait peut-être 1h30, 2 heures de marche. Et là, je vois une silhouette qui descend à travers les rochers. C'était juste au bord d'un torrent. Et des très gros rochers, une silhouette descendait avec beaucoup d'assurance, tu vois. Et arrivé à ma hauteur, je me suis aperçu que c'était un monsieur assez âgé, qui avait plus de 70 ans en fait. Je crois qu'il avait 80, 82 ans, un truc comme ça. 84, tu précises. 84 ans, voilà, 84 ans. Et j'ai été très surpris parce que le monsieur était bien en forme, assez svelte. Et il me dit, en rigolant, il me dit, vous allez sur le sommet, il fait beau, hein. Et il était quoi? Il devait être 11 heures du matin. Et il fallait à peu près peut-être 5 heures pour monter sur le sommet, tu vois. Et moi, j'y montais à peine et lui, il en descendait. Et là, je lui ai dit, mais vous montez souvent, là? Il me dit, ben ouais, ça fait 40 ans que je monte une fois par semaine. Il me dit, ça me permet de garder mon corps en forme un petit peu, parce que bon, à l'âge que j'ai, c'est important. Et 84 ans, il faisait ça depuis 40 ans. Et d'où l'intérêt d'être bienveillant avec son corps aussi. C'est primordial. La vie moderne fait beaucoup accélérer les choses et rend l'homme assez sédentaire. Tu vois, beaucoup de gens sont dans des bureaux, dans des ordinateurs, à quelque chose où il n'y a pas d'activité physique, mais plutôt cérébrale et productive. Moi, je dis qu'il faut s'accorder du temps, être bienveillant envers soi, c'est-à-dire se faire le cadeau au moins une fois par semaine, de dire je vais faire quelque chose qui va me faire du bien. Tu vois, et avoir de la bienveillance pour cette merveilleuse machine qui véhicule notre esprit dans cette vie terrestre. Merci. Merci à l'eau à chaque fois que tu la bois pour te donner la vie. Merci au soleil chaque matin pour te permettre de bénéficier de sa chaleur médecine. Car il faut avoir bien conscience que le soleil est aussi source de vie et de renouveau au fil des saisons et qu'il a un pouvoir guérisseur sur les maladies physiques et émotionnelles. Pour celle et celui qui sait écouter, ressentir et recevoir. Merci aussi chaque soir au grand tout de t'avoir offert cette journée. Merci à l'air qui t'offre le souffle de vie de ta naissance jusqu'à ton passage dans l'autre monde. Merci à la Mère Terre pour toute nourriture qu'elle donne à chaque être, chaque jour. Tout du long du film, j'allais dire, du fil de ce livre, c'est un grand merci, c'est un hymne à la vie. Ok, tu mets en perspective ce qui va mal, certes, pour qu'on en prenne conscience, mais en même temps, c'est un hymne à la vie. À croire que finalement, être dans cet instant présent, on voit la magie de la vie. Exactement. La magie de la vie, oui. Important de pouvoir tout remercier. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de ce qui se passe sur Terre, mais ne pas se focaliser que sur ça et ne pas transporter ce malheur avec soi en permanence. Et dire merci à chaque chose. Pouvoir dire merci en permanence et chaque jour que l'on t'offre, tu vois. C'est important. Tout a une âme, un esprit. Les arbres des forêts, les vagues des océans, les rocs des montagnes, les sables des déserts, l'eau pure des rivières, les falaises des canyons, tout vibre autour de toi ainsi que toi-même, en résonance avec et dans ces diverses dimensions. Dans quelle mesure est-ce que tu peux nous parler de notre intériorité et de notre extériorité? Tu as commencé à l'aborder tout à l'heure avec notamment cet homme et d'avoir la correspondance entre son état émotionnel et la voiture. Dans quelle mesure est-ce que finalement tout, absolument tout, est le reflet à l'extérieur de notre intériorité? Parce que là, pour le coup, on voit l'implication de nos pensées, de nos émotions, de nos paroles, de nos actions. Donc est-ce que tu nous dis que finalement, tout, absolument toute notre réalité de ce que l'on voit à l'extérieur n'est que le reflet, et ce n'est pas rien, de ce que l'on a à l'extérieur? De ce que l'on est et de ce que l'on a à l'intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est juste une contrepartie de toi-même.
Euh, on n'est pas juste dans cette vie terrestre-là, on n'est pas juste des êtres terrestres, des petits êtres humains qui marchent sur leur chemin tant bien que mal. On a une contrepartie non physique de nous-mêmes qui est reliée extérieure, qui est reliée à des choses physiques et non physiques, qui est reliée à d'autres dimensions. Ça, il faut prendre conscience de ça. Et c'est valable pour tout le monde. Chacun n'est pas juste un petit humain qui vit sa petite vie, non. Il y a quelque chose de beaucoup plus merveilleux en soi. Il y a cette contrepartie non physique qui s'épand dans l'univers et qui est liée à toutes les choses. Tu vois ? Et pourtant, on parlait au début de l'antenne de la superficialité des objets, de ce qui n'est pas utile. Oui. Et en même temps, donc, c'est une première approche, c'est de voir peut-être à nous séparer, voire à donner, à échanger pour ceux qui n'ont pas, puisqu'il y a cette notion de partage dont tu parlais, de nous entourer des choses utiles, qui nous servent, qui ont un intérêt pour nous, d'un point de vue pratique. Et puis, il y a aussi peut-être la notion de qualité dans ce qui nous entoure. Tu fais par exemple référence aux forêts, la beauté des forêts. Et puis, tu nous amènes petit à petit à regarder le mobilier que nous avons autour de nous, ou voir les emballages cartonnés. Alors, il est vrai que ça peut être très agréable de se refaire une cuisine, une salle de bain, voire peut-être une terrasse avec du bois précieux, et puis tout ce que ça peut impliquer, ne serait-ce que si on n'a pas de terrasse, notre salle de bain, du bois précieux, on peut aussi en mettre dans la salle de bain. Donc, même de ces éléments-là, de comment pouvoir aborder finalement la vie avec ce qui nous est montré, qui peut nous être utile. Une belle salle de bain, j'ai envie d'une belle salle de bain. Et il y a du bois précieux, là oui, d'accord, ok, bon, il y a des arbres qui sont de l'autre côté de la planète qu'on va peut-être couper, mais est-ce que quelque part de l'acheter ce bois précieux, c'est pas remercier en même temps parce que c'est un rêve, j'ai envie d'avoir cette salle de bain, ce bois précieux, c'est comme l'homme que tu as rencontré qui peut-être avait son rêve d'acheter pour la première fois de sa vie alors qu'il était à la retraite sa voiture. Donc, est-ce que tu y vois, toi, une demi-mesure ou est-ce que là, pour le coup, en fonction peut-être de l'urgence que tu estimes dans laquelle nous sommes, eh bien, il n'est pas nécessaire de s'entourer de mobilier qui soit exotique? Moi, à mon sens, à moi, il est important de prendre conscience pour... Je parle du bois précieux, là, puisque tu as abordé ça. Quand tu as du bois précieux autour de toi, dans ta maison, les chaises, la table, le tour de ta piscine et tout ça, quand tu as ce bois précieux, il faut être conscient que ce bois précieux, il a été pris dans des forêts originelles, des forêts millénaires, et qu'il y a des arbres qui ont plusieurs centaines, et voire des milliers d'années des fois, qui sont détruits juste pour finir en table ou en chaise de luxe, entre guillemets. Tu vois ? Donc, entre ce qui est utile et ce qui est superficiel, il faut faire la part des choses. On a tous besoin de tables et de chaises, plus ou moins, je dis, parce que justement, moi je vis sans, mais la vie est faite, on a une table, une chaise à la maison, il y a ce qu'il faut pour manger, pour s'asseoir autour de la table, tout ça. Mais après, il faut faire le discernement entre ce qui est utile vraiment et ce qui est superficiel. Il y a des forêts originelles en ce moment en Amazonie ou partout dans le monde qui partent à une allure incroyable pour le confort de l'être humain. Non pas pour ce qui est utile pour lui, mais pour son confort. Il faut faire le discernement entre ce qui est utile et essentiel. Toutes ces forêts originelles, parce que ce sont vraiment des forêts millénaires, elles ont une utilité essentielle, celle de donner l'oxygène à la Terre, à toi, à moi, à notre famille, à tout ce qui vit. Elle nous donne cet oxygène. L'être humain détruit cette source d'oxygène plus que de raison. Tu vois ? Et ça commence depuis longtemps, ça commence depuis des centaines d'années où aux États-Unis, quand il y a quelqu'un qui a découvert la forêt de séquoias géants, ils ont commencé à abattre ces arbres qui avaient plus de 3000 ans
Et ils les ont fait juste pour que ça finisse en allumettes ou en bois de chauffage ou en maison, des choses comme ça. Et ils se sont aperçus au fil du temps que finalement ils étaient en train de détruire une forêt qui avait des milliers d'années. Et juste dans un but superficiel, hein, c'était pas utile de le faire. Moi je pense qu'il est temps de prendre conscience de ce qu'on consomme. Hein, cette époque veut ça, cette prise de est là en chacun de nous. C'est-à-dire, on parle encore de changement du monde. Si on veut aller vers un monde meilleur, il faut qu'on soit lucide de notre consommation. C'est-à-dire les choses essentielles, les choses utiles et les choses superficielles. On peut avoir une table, on peut avoir des chaises à la maison, on peut avoir une piscine si on en a envie, bien sûr. Mais après, il ne faut pas être dans la démesure et prendre compte que le bois précieux, comme d'autres bois, d'autres essences ou d'autres minéraux, c'est une partie de ce qui nous est essentiel pour vivre. Alors, est-ce qu'il est meilleur de s'allonger dans une chaise en teck pour s'y vautrer pendant toute une petite partie de notre vie terrestre? Ou est-ce qu'il est bon de laisser le teck là où il est dans la forêt pour pouvoir permettre aux générations futures de pouvoir bénéficier de cet oxygène? Qu'est-ce qui est le mieux? Le confort d'une chaise ou l'oxygène pour les générations futures? Tu vois? Il faut être lucide de ce qu'on consomme, vraiment lucide. Lorsque tu parles de lucidité, là on va aborder un sujet qui t'est cher, hein. C'est les animaux. Oui. Eh oui, on ne pouvait pas faire l'impasse, c'est pas possible. Et puis c'est effectivement l'un des règnes. Alors déjà, mentionner ce qui pour toi est de la relation homme-animal, et j'entends par rapport à nos animaux dits domestiques. Pour toi, je ne suis pas propriétaire d'un animal, j'en suis son gardien. Est-ce que tu veux expliquer ou définir et approfondir ce principe, ce concept? À mon sens, l'être humain s'approprie beaucoup de choses matérielles. D'accord? Il dit, je suis propriétaire d'une maison, je suis propriétaire d'une belle voiture, je suis propriétaire de ci, de là. Et ça, ce sont des biens matériels. À partir du moment où il y a un être vivant en face de soi, on ne peut pas dire qu'on est le propriétaire d'un être vivant. On ne peut pas dire je suis le propriétaire d'un être vivant, d'un animal. On ne peut pas dire je suis maître de cet animal. Parce que maître, à mon sens, ça signifie un grand mot. Maître, c'est pouvoir être maître de soi-même, il faut plusieurs vies. Alors, être maître d'un autre être vivant, ça me paraît complètement déplacé. Et encore moins propriétaire. On peut se donner le titre de propriétaire pour des biens matériels, mais pas pour d'autres êtres vivants. On peut se considérer comme les compagnons de ceux qui nous font l'honneur de partager leur vie avec nous, leurs gardiens aussi, mais ce mot propriétaire ou maître est complètement déplacé et avec un gros manque de respect pour ces êtres vivants. Alors, les animaux, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et peut-être certaines histoires, parce que c'est comme ça que tu les mets en perspective. Déjà, avant de rentrer dans les histoires qui sont touchantes, de voir dans quelle mesure, justement, avec cette notion de domestication, finalement, et puis alors qu'on rajoute la notion de maître ou de propriétaire, parce que c'est comme ça que l'être humain se définit, tu viens de nous donner ton point de vue, c'est de voir à quel point les animaux sont des vraies éponges et dans quelle mesure ils, dans l'amour inconditionnel qu'ils sont prêts à nous donner, ils acceptent toutes sortes de choses de la part de l'être humain qui, pour le coup, est complètement fou. Genre fou, oui, ça serait le terme. Alors, je pourrais te demander que tu nous cites différents exemples que tu as pu mettre en perspective dans le livre. Là où ça déraisonne? Là où ça déraisonne, c'est que les animaux nous font le cadeau de nous offrir, et même, je dirais, de nous enseigner cet amour inconditionnel. Ils ne sont pas dans le jugement, ils sont là et en permanence. L'être humain a fait l'erreur l'être humain moderne, je parle, a fait l'erreur de dire
je domestique l'animal, j'en deviens le propriétaire et donc je deviens supérieur à lui. L'être humain se place en tant que supérieur à l'animal. Il n'en est pas supérieur. Non, c'est des êtres vivants à part entière, ils ont des pensées incroyables, ils ont des émotions incroyables, ils peuvent vivre la douleur, le chagrin, ils peuvent vivre la compassion. Ils ont des choses à nous montrer, enseigner. Alors, je ne dirais pas enseigner dans le sens où, comme un professeur, ils vont nous dire des choses, mais ne serait-ce que dans l'observation de qui ils sont, ils peuvent nous enseigner des choses essentielles, des choses incroyables et merveilleuses qui sont essentielles à la vraie vie, à une vraie façon de vivre. Et l'être humain fait l'erreur de se placer en tant que supérieur. Je suis propriétaire de tel animal, donc j'en suis le supérieur. Non, eux, ils nous font le cadeau de traverser notre vie. Nous, on doit leur faire le cadeau d'être bienveillants envers eux et de leur donner une certaine sécurité et non pas de la dominance, non pas de la supériorité. L'être humain n'a pas le droit de faire ça. Il s'est octroyé ce droit, mais ce n'est pas un droit qui est juste. On doit leur donner une sécurité dans la mesure où on leur enlève leur instinct naturel. Ils n'ont plus cette sécurité instinctive, donc il faut le recréer au sein de la maison. Il faut leur offrir cette sécurité, leur offrir de la nourriture, leur offrir aussi de l'amour, comme ils nous l'offrent eux, mais pas se placer en tant que supérieur ou en tant que dominant. On n'a pas le droit de faire ça. On est juste des petits êtres dans l'univers, on est une partie de l'univers, et l'être humain n'est pas supérieur à grand chose. On fait juste tous partie du même univers, de ce grand tout. Tu t'es rendu à un moment donné, suite à un appel, on t'avait appelé pour aller dans une écurie, voir un cheval. Et alors je te laisse raconter l'histoire. Je me souviens de cette histoire, oui. J'ai eu envie de la partager dans le livre parce que j'ai trouvé ça complètement insensé. J'étais allé dans une écurie qui faisait des spectacles en fait. Et qui était prostré dans un coin, on m'a demandé de faire une communication avec lui. C'était censé être un magnifique étalon tout noir. Et on a vu qu'il venait d'être castré. Et qu'il était sous le choc physique et aussi émotionnel. Il ne savait plus qui il était en fait. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait. On l'avait dépossédé de ses organes et de ses hormones et de qui il était, de sa nature, de sa vibration. Et j'étais un petit peu outré de ça. Et je suis allé voir le gardien et j'ai dit pourquoi vous avez fait ça. Et il me dit parce que on n'arrivait plus à le gérer. Alors je me suis dit mais je ne peux pas laisser passer ça. Il faut que je raconte cette histoire, que j'explique ma vision des choses. Là encore une fois, l'homme avait pris un animal qui est merveilleux, le cheval. Le cheval, c'est la liberté par excellence. Et il a besoin de vivre avec ses congénères, il a besoin de vivre en troupeau. Déjà, quand on le domestique, on le coupe du troupeau et de sa vie où il doit manger quand il a faim. On le donne à manger à des heures régulières. On le fait vivre dans un box qui est l'équivalent des toilettes pour nous. On le toutes les semaines ou tous les 15 jours pour lui demander une grosse épreuve physique. Et en plus, quand l'homme a en face de lui un animal avec toute sa splendeur, c'est un étalon, donc c'est un entier, il a une force incroyable et il a une certaine vivacité. Comme l'être humain n'arrive plus à le gérer, il va le castrer. C'est horrible ça. Pourquoi faire subir à l'animal l'incapacité de l'homme à gérer quelque chose? C'est complètement insensé, c'est injuste. Si on n'est pas capable, un entier, un étalon ou un autre animal, eh bien peut-être qu'il faudrait avoir un autre animal, se diriger vers des animaux qu'on arrive mieux à gérer, mais pas faire subir l'incompétence de l'homme à l'animal. C'est quelque chose de horrible à mon sens. Il y en a qui y voient du confort, il y en a qui y voient une certaine facilité, mais non, c'est un manque de respect total envers l'animal. Et on le castre parce qu'on n'arrive plus à le gérer. Mais c'est l'être humain qui a cette incapacité, c'est pas le cheval. Le cheval, il est lui-même. Et je prends l'exemple dans mon livre où je dis
Imaginons ça à l'échelle humaine. Imaginons que tu as un petit garçon qui a 15 ans, il commence à découvrir un certain plaisir, il commence à découvrir les filles, il a envie de sortir, il a envie de flirter, et il découvre certaines choses, certains plaisirs de garçon de 15 ans. Est-ce qu'on va le castrer parce qu'on n'arrive plus à gérer ses sorties, parce qu'il va en boîte, parce qu'il va voir les copines, parce qu'il va sortir un peu tard le soir? Est-ce que parce qu'on n'arrive pas à gérer ça, on va le castrer, l'enfant? Non, on ne va pas le castrer. Ce serait horrible de faire ça. Alors, pourquoi faire quelque chose à un enfant? C'est deux êtres vivants à part entière. Ils ont le droit à exprimer qui ils sont, à exprimer pour un homme ou pour une femme, à exprimer les hormones, à exprimer qui il est, lui. Et je ne vois pas pourquoi l'être humain fait subir ses incompétences aux animaux. Tu mentionnes aussi que dans le règne animal, eh bien, il peut y avoir une communication entre eux. Alors, ce qui serait intéressant, c'est déjà d'une part mettre en avant cet exemple de cette vieille chienne qui avait mal au dos, je crois qu'elle avait une maladie, proche de la mort, et puis de la relation qu'elle avait avec ce cheval. Oh, c'est quelque chose de merveilleux cette histoire. Oui, je suis allé dans une écurie une fois et j'allais régulièrement voir un cheval dans un box et j'aimais beaucoup ce cheval, je le caressais en permanence, il y avait un lien qui s'était établi entre nous très fort. Et c'était pas une écurie que je fréquentais régulièrement, j'y allais à peu près 2 fois par an. La dame avait une chienne en fait qui était très âgée, qui était atteinte de dysplasie, paralysie du train arrière en fait. Et donc elle avait beaucoup de mal à se déplacer, elle souffrait et elle était en fin de vie. Et j'étais en train de caresser le cheval. À un moment donné, la chienne arrive, elle se met dos à la porte du box. Le cheval sort sa tête et avec ses lèvres, il commence à masser le dos de la chienne, de haut en bas. Et la chienne était là, elle s'est laissée faire, elle était bien. Et le cheval, il faisait ça avec beaucoup de douceur, énormément de douceur. Et la gardienne, elle me dit, ben en fait, la chienne va mal et qu'elle a du mal à se déplacer. Elle vient tous les jours voir le cheval. Et le cheval lui fait ça à peu près pendant 20 minutes. Chaque jour. Il avait ressenti ses souffrances, il ressentait sa douleur, et il l'a soulagé. Il lui faisait du bien. Donc ils ont une connexion incroyable entre eux, même si ce n'est pas la même espèce, même si ce n'est pas la même race. Ils ont des connexions incroyables entre eux, ils sentent la souffrance de l'autre, ils ont de la bienveillance, ils ont de l'amour pour l'autre. Et on devrait prendre exemple de ça. Donc pour toi, les animaux qui, quelque part, se travestissent pour l'homme, j'entends tous ceux et celles qui font des concours de chiens, avec alors toutes sortes de déguisements, mais bon, d'un autre côté, on peut penser que l'animal y prend plaisir, que certains animaux y prennent plaisir. Donc à quoi cela serait dû alors pour toi? Moi je pense que l'animal prend plaisir à ça parce que c'est des animaux qui ont été, depuis plusieurs générations, qui ont été domestiqués pour faire ça, les concours par exemple de beauté et tout ça. Donc ils sont dans ce mode de fonctionnement parce que les êtres humains les ont mis dans ce mode de fonctionnement. Et le faire plaisir à leur gardien aussi. Donc quand ils voient que le gardien est heureux de faire quelque chose, ils lui font un cadeau. Ils le font par plaisir pour faire plaisir au gardien. Mais quelquefois c'est des choses imposées aussi. Quelquefois l'animal est forcé à faire quelque chose, ça ne se passe pas toujours bien. Mais à mon sens, l'être humain devrait vraiment réfléchir pourquoi il fait faire ses concours de beauté à l'animal, pourquoi il fait faire ces concours où l'animal finalement il s'en fout en fait d'être beau ou pas beau. Il n'a pas cette notion de l'homme, il n'a pas cette notion moi je suis beau, moi je suis moins beau qu'eux, moi je ne me trouve pas assez bien, moi je ne me trouve pas assez valorisé, je me sens dévalorisé, etc. Il n'a pas cette notion-là l'animal. Mais peut-être que l'être humain devrait réfléchir que il est possible que le fait de faire des concours de beauté à son animal, c'est peut-être une façon de se valoriser soi. Et peut-être qu'il devrait falloir d'abord travailler sur la valorisation de soi
non pas à travers un animal, mais vraiment à l'intérieur de soi. Tu vois? Je pense que l'être humain devrait réfléchir à ça. Parce qu'un animal, il n'a pas besoin d'être plus beau qu'un autre animal. Et du moment qu'il vit sa vie et qu'il est là, qu'il a l'essentiel, il n'y a pas cette émotion de je me sens bien ou pas bien, je me sens valorisé ou dévalorisé. Euh, à mon sens, l'animal n'a pas ce, ce mode de fonctionnement. Alors, bien sûr, on peut parler d'une allure fière chez un animal. Il y a un étalon qui va se déplacer, ou un chien même de race. Il a une allure fière, parce qu'on a déterminé le mot fier en tant qu'humain, c'est une allure fière. Mais ça ne veut pas dire que l'animal est fier. Ça veut dire avec une certaine allure, avec une certaine prestance, tu vois. Et il faut prendre conscience de. C'est pas vraiment, c'est pas une critique, mais pour les gens qui font des concours comme ça où il y a une certaine valorisation, des concours de beauté ou des concours d'agilité, des choses comme ça, se poser la question peut-être de savoir s'ils ne font pas ça pour guérir eux-mêmes certaines blessures, tu vois. Et peut-être que ça permettrait de vraiment de retrouver l'harmonie entre le corps de l'homme et son esprit, et aussi entre l'homme et l'animal. Et en même temps, Conrad, alors, c'est vrai que tu aurais pu en faire des tonnes hein, sur la condition animale. J'aurais pu écrire un livre que sur ça. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, je vais pas approfondir tant que ça. Mais juste pour les auditeurs, et pour moi aussi, bien sûr, dans quelle mesure est-ce qu'on peut expliquer que l'élevage en batterie, ou des traditions comme la tauromachie, c'est tellement ancré depuis des temps immémoriaux, si on peut dire ça comme ça, et la manière dont on considère, bon ça c'était pour la tauromachie, mais la manière dont on considère à l'heure actuelle les poules élevées en batterie, où on voit comment les poussins, à peine sortis de l'œuf, sont broyés pour servir de nourriture pour toutes sortes de choses. Enfin, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment l'être humain peut en arriver là? Et comment peut-être prendre conscience de notre quotidien, des animaux, des croquettes qu'on achète pour nos chiens, nos chats, de comment ils sont, c'est à base de quoi? Est-ce qu'on se pose la question de savoir à cause de quoi c'est fait? Enfin, je veux dire, c'est surréaliste qu'on peut acheter un poulet, une poule, que cette dernière n'est pas bio, mais qu'on n'y pense pas réellement. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que toi-même tu as été confronté au fait que c'est en batterie, qu'elles n'ont plus de bec, qu'elles n'ont plus d'ergot, qu'on leur coupe tout, qu'elles n'ont plus de plumes. Enfin, c'est quand même du délire. C'est un non-respect de l'être vivant. Et ce qui a mené à ça, je dirais, c'est l'envie de gain et d'argent. La surproduction, l'industrialisation comme ça, exploiter des êtres vivants, c'est l'envie de gain et d'argent, de gagner toujours plus, de vouloir toujours plus, de vouloir produire pour pouvoir avoir plus d'argent. C'est ça qui a mené ça, c'est cette vie moderne qui a mené ça. Et dans cette envie de gain et d'argent, là aussi, l'argent, donc qui est un bien matériel, l'argent a remplacé l'amour pour d'autres êtres vivants. On a oublié que ce sont des êtres vivants. On n'y fait même plus attention. Et là, encore une fois, les valeurs matérielles ont remplacé l'amour. Et là aussi, il faut être conscient qu'on doit revenir à des choses plus saines, par respect pour les animaux. On arrive à une époque où l'être humain n'a plus le droit d'exprimer ce qui est mauvais en lui, n'a plus le droit d'exprimer ce non-respect envers d'autres formes de vie. On ne peut pas aller vers ça, on ne peut pas continuer à ça. On ne peut pas aller vers ce non-respect. Et en même temps, je prends un exemple qui est de l'actualité, hein, une entreprise bretonne qui fait des poulets en batterie à l'exportation, même s'il y a une grande partie qui se trouve à être produite et consommée en France. Donc c'est, me semble-t-il, de mémoire, je crois, 300 salariés qui vont être mis sur le carreau. Et bon, tu as entendu peut-être parler des manifestations en Bretagne, sur l'écotaxe. Mais bon, en ce moment, en Bretagne, ça bouge pas mal.
Et quand on entend j'ai eu l'occasion d'entendre et de les voir aux informations, un des hommes qui travaille dans cette industrie disait: j'ai fait 700 km pour trouver un travail. J'y suis resté, ça fait 3 ans que je suis dans cette entreprise, et là on me demande encore, à nouveau, je vais être mis sur le carreau, va falloir que je rebouche pour trouver un travail, faire nourrir ma famille. Et alors j'entends ce que tu nous dis, mais il y a ce contexte où pour nourrir sa propre famille, un être humain est amené à ne même pas choisir un travail, aller à 300 km de là ou à 700 km de là où on était, où on vivait, où on avait peut-être ses parents, ses amis, et pour trouver un travail, de faire 700 km. Et puis, oui, ok, certes, c'est des animaux qui sont élevés en batterie, dans des conditions inimaginables, mais l'argument qui est donné quand l'usine ferme, c'est: il va falloir que je nourrisse mes enfants, moi. Et on me met sur le carreau. Et donc, je vais me battre pour continuer à travailler dans cette entreprise, quand bien même elle fait ce qu'elle fait. Donc, il y a, pourrait-on penser, un sentiment de cercle vicieux, quoi. Comment peut-on faire? Prendre conscience, ok, mais en même temps, ce que dit cet homme est légitime, travailler, nourrir sa famille. Complètement. Mais cette vie moderne a créé des dépendances à tous les niveaux. Il y a des dépendances qui sont faites d'homme à homme et d'homme à animal, et peut-être qu'il serait bon de revoir ces formes de dépendance-là. Tu vois, l'homme qui dit il faut que je continue pour nourrir ma famille, il y a une multitude de manières de nourrir sa famille. De toute façon, à mon sens, à moi, quand quelqu'un travaille comme ça, dans ces conditions-là, il ne peut pas avoir une vie heureuse complètement. Il est dans une espèce de cercle vicieux où on lui doit détruire des vies pour nourrir d'autres vies. Et ça ne crée pas le bonheur, ça. Ça ne crée pas l'équilibre, l'harmonie, tu vois. Je suis sûr que l'homme qui travaille là-dedans, je suis sûr qu'il rentre chez lui, il n'est pas dans une vibration positive parce qu'il voit la mort toute la journée. Je suis persuadé que ça influence sa famille, ses enfants, ses amis, sa maison. Je suis persuadé que ce n'est pas quelque chose d'heureux pour lui. Tu vois? Alors peut-être qu'il faudrait reconsidérer une façon de nourrir sa famille en disant: qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ma famille, mais en même temps pour ne pas causer de tort, pour essayer du moins de ne pas causer de tort à d'autres et rétablir un certain équilibre. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter parce que ça serait quasiment impossible à l'heure actuelle, là pour l'instant. C'est impossible peut-être, mais peut-être qu'il faudrait reconsidérer la façon de mener son existence. Autant pour celui qui se nourrit des animaux, que celui qui les abat, que celui qui les élève, que celui qui les produit, que celui qui les exploite. Peut-être que ce serait bon que l'être humain reconsidère sa façon de vivre. Conrad White Eagle, ce soir invité du magazine Énergie Positive pour ce livre Un même souffle, le chemin vers une nouvelle conscience, une énergie universelle, une nouvelle lumière. Livre que vous pouvez commander en allant directement sur le site de Conrad. Il vous suffit de taper sur internet Conrad, C-O-N-R-A-D, la touche 6 de votre clavier, la lettre A.com. Conrad-A.com.